Quand on arrive au monde, on pourrait dire qu'on est dans un état d'unicité. En quelque sorte, on est totalement nous-mêmes, on est en contact avec nos émotions et ce qui se passe dans notre corps. C'est ce qui fait que si on est fatigué, on dort, si on a faim, on crie pour que quelqu'un vienne nous nourrir, si on est en colère, on se met en colère. On résiste pas contre nos émotions et on cherche pas à faire semblant. Sauf que plus on grandit et plus tout ça va évoluer et pas forcément dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'on est totalement dépendant de nos parents ou des personnes qui s'occupent de nous. On comprend alors très vite que selon la manière dont on agit, ça entraîne certaines réactions chez nos parents. Parfois ils sont contents et parfois pas du tout. On comprend alors que dans nos comportements, dans nos réactions, il y a des choses à faire et d'autres à ne surtout pas faire, ou tout du moins à éviter le plus possible. Mais ce qu'on apprend surtout, c'est qu'il y a des parties de nous qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas du tout. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ça dépend de plusieurs paramètres. Tout d'abord, ça va dépendre des croyances de nos parents par rapport à ce que eux jugent comme étant acceptable ou non. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être très culturel. Ce qui peut être accepté dans un pays ne le sera peut-être pas du tout dans un autre. Les parties de nous qui sont perçues comme étant inacceptables sont alors totalement rejetées par nos parents. Et à l'inverse, les parties de nous qui sont jugées comme étant acceptables seront totalement acceptées. À savoir d'ailleurs que c'est pas uniquement des parties négatives qui peuvent être rejetées, mais il est tout à fait possible qu'il y ait des parties qu'on pourrait juger comme étant positives qui soient elles aussi rejetées. Naturellement, quand on est enfant, on commence à être terrifié à l'idée de faire quelque chose qui pourrait faire en sorte que nos parents ne nous aiment plus. Parce que du fait qu'on soit totalement dépendant, on a besoin d'eux pour survivre. Alors on commence assez naturellement à se couper de nos émotions, de notre corps, de nos besoins, pour essayer de nous comporter et de réagir comme ce qu'on pense que nos parents attendent de nous, mais aussi comme on pense que les autres ou la société attendent de nous. Alors on commence nous aussi à rejeter, à renier, à refouler, à essayer de supprimer totalement ces parties de nous qui ne sont pas approuvées par notre entourage, ou qu'on pense ne sont pas approuvées par notre entourage. Et à l'inverse, on va avoir tendance à s'identifier plus facilement à ces parties de nous qui sont acceptées. Alors ces choses qui ne sont pas acceptées, on va s'en dissocier, on va les rejeter de notre conscience. Et cette séparation dans notre conscience, c'est ce qui fait qu'il y a des choses dont on est conscient et d'autres dont on est totalement inconscient. C'est un mécanisme de défense qui est très naturel, c'est une manière pour nous de nous faire accepter et donc de survivre. Et ces choses inconscientes, Carl Jung les appelle notre ombre. Carl Jung, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médecin psychiatre qui a fondé la psychologie analytique, qui fait partie de la génération de Freud. Il a même travaillé avec lui à une époque, et puis ils se sont ensuite séparés. Selon les travaux de Jung, l'ombre, c'est un archétype qui est une partie de notre psyché dans laquelle on a refoulé tout ce qui n'était pas autorisé dans notre éducation. On pourrait dire que c'est la partie de nous qui contient toutes nos blessures émotionnelles, et dont l'existence est même souvent ignorée. C'est la partie de nous qui n'a pas été exposée à la lumière de notre conscience. Assez simplement, on pourrait dire en fait que c'est tout ce qui se cache sous la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, c'est ce qui est visible, donc c'est ce qui est conscient, mais il y a un monde invisible tout en dessous qui lui est inconscient. Jung explique que nos zones d'ombre sont souvent à l'origine de nos problèmes, parce que derrière nos problèmes, il y a une grosse partie inconsciente. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas dire pourquoi elles ont peur, pourquoi elles se comportent ou elles réagissent de telle manière. On a tendance très facilement à rejeter les parties de nous qu'on juge et qu'on ressent comme étant négatives. Alors c'est pour ça que les gens pensent souvent que cette ombre est vraiment négative. Elle est souvent représentée comme un monstre ou un démon. Je compte plus le nombre de personnes que j'ai reçues en consultation qui m'ont dit que leur inconscient, qui n'est qu'une autre manière en fait de dire leur zone d'ombre, leur pourrissait la vie. En réalité, et c'est très important de le souligner, cette ombre, et donc la partie inconsciente de nous, n'est pas fondamentalement mauvaise. Et c'est là que les travaux de Jung se distinguent de ceux de Freud qui, lui, à l'inverse, percevait l'inconscient comme quelque chose de négatif. Cette ombre n'est pas mauvaise puisqu'on peut tout aussi bien rejeter des choses positives, comme je le disais un peu plus tôt. Par exemple, les personnes qui disent manquer de confiance ou qui ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes ont souvent rejeté des parties d'elles positives. Elles peuvent par exemple refouler totalement un talent qu'elles pourraient avoir. A l'inverse, elles se persuadent qu'elles sont nulles à force de se comparer aux autres et elles s'identifient à ce genre de pensée. Admettons qu'une petite fille sache déjà très jeune qu'elle a envie de devenir une chanteuse. Mais dans son entourage, on lui fait comprendre que c'est pas un métier, qu'elle va jamais réussir et que c'est beaucoup trop compliqué de percer dans ce milieu. La partie d'elle qui a ce talent, ou tout du moins qui a cette envie de chanter, est totalement rejetée et dénigrée par son entourage. Alors, elle est face à un conflit. Soit elle continue d'assumer ses désirs et d'aller au bout de ses envies, mais en faisant ça, elle prend le risque de mettre à dos sa famille. Soit elle décide de rejeter et de refouler elle-même cette partie d'elle qui a envie de chanter, et en prenant cette décision, ça lui permet de continuer d'avoir l'approbation de ses proches et surtout leur amour. En choisissant de refouler son talent, il y a de fortes chances qu'elle soit pas très heureuse plus tard en tant qu'adulte parce qu'elle s'est totalement coupée d'une partie d'elle-même. Il y a de fortes chances qu'elle choisisse un métier dans lequel elle s'épanouit pas du tout, mais au moins, comme ses parents ou ses proches lui ont fait
comprendre, ça lui permet d'avoir une sécurité financière. Ça lui permet de vivre, d'avoir un logement et d'avoir une certaine indépendance. Alors elle sera peut-être pas hyper heureuse, mais elle sera peut-être pas malheureuse pour autant. Elle va peut-être même réussir elle-même à se convaincre que sa vie lui convient très bien comme ça et qu'elle n'a pas besoin de plus. Mais il est aussi possible qu'au bout d'un moment, sans trop qu'elle sache pourquoi, elle commence à se sentir de plus en plus mal. Parce que la partie d'elle qui a envie de chanter va commencer à se faire entendre et à se rebeller. Elle risque alors d'essayer de la refouler, de l'étouffer encore davantage en se disant que c'était qu'un rêve d'enfant et que ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Elle va lutter contre cette partie-là d'elle-même comme elle peut, jusqu'à parfois s'épuiser. Et tant qu'elle ne voudra pas se reconnecter à cette partie-là d'elle qui est refoulée, alors il y a de fortes chances qu'elle continue de se sentir mal. Mais quand elle se reconnectera totalement à ses désirs profonds, alors il y a de fortes chances que sa vie évolue et qu'elle commence enfin à être heureuse, puisqu'elle s'autorisera enfin à être elle-même. Voilà, ça c'est un exemple d'une partie positive qui a été refoulée. Bon, ça reste un exemple, mais ça vous donne à peu près une idée. Maintenant, on va voir ce qui pourrait se passer quand c'est une partie négative. Admettons qu'à chaque fois qu'un petit garçon se met en colère, ses parents le grondent, ils le punissent et il se sent humilié. Alors ce petit garçon, il apprend que c'est pas bien de se mettre en colère et il va se dissocier de cette partie-là qui ressent la colère. Mais cette colère ne s'en va pas pour autant. Elle est toujours là, il l'a juste rejetée consciemment. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Cette colère devient inconsciente. En grandissant, il sera alors même plus conscient de toute cette colère qu'il a en lui. Et les autres lui diront peut-être même « Wow, t'as l'air hyper en colère », mais lui il comprendra pas pourquoi on lui dit ça. Et il répondra peut-être quelque chose du genre « C'est juste comme ça que je m'exprime, c'est tout », avec un ton un peu agacé. Et cette colère refoulée rend ses relations, quelles qu'elles soient, assez compliquées. Et tant qu'il ne fera pas face à toute cette colère qu'il a en lui, il y a de fortes chances qu'il continue de se mettre à dos de plus en plus de personnes. A l'inverse, le jour où il décidera de partir à l'exploration de cette partie de lui, il y a de fortes chances qu'il se sente de mieux en mieux et que ses relations commencent enfin à s'apaiser. Quand on empêche certaines parties de nous de s'exprimer, quand on les censure, quand on les refoule, elles ne disparaissent pas pour autant. Elles disparaissent juste de notre conscience, mais elles sont toujours là. Elles font partie de nous, qu'on le veuille ou non, qu'on les accepte ou non, et on ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est ce qui explique qu'il y a tant de choses qu'on fait sans vraiment savoir pourquoi. Alors que pour une personne extérieure, ça peut paraître totalement logique. Moi j'aime bien dire que c'est comme si elles avaient un point noir sur le front, qu'elles sont les seules à ne pas voir. Tout le monde le voit, mais elles sont totalement aveugles. Donc on peut voir assez facilement les zones d'ombre d'une personne, mais c'est beaucoup plus difficile par rapport à la nôtre. C'est ce qui fait qu'il y a plein de comportements, de réactions qu'on a et qu'on ne maîtrise pas du tout. On perd le contrôle de ce qui se passe en nous, le contrôle de notre vie, parce que c'est inconscient. Et c'est aussi ce qui explique qu'on répète très souvent les mêmes schémas. C'est très flagrant dans les couples, par exemple. Je suis sûre que vous connaissez déjà quelqu'un qui vous a dit « Je comprends pas pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes et ça se finit toujours mal ». Eh bien c'est probablement parce qu'elles ont dû refouler pas mal de choses. Mais on verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans la même idée, s'il y a quelque chose par rapport à vous qu'on vous répète sans cesse, c'est que vous comprenez pas pourquoi on vous répète toujours ça. Ça peut être quelque chose comme par exemple, t'as toujours un regard hyper froid, ou alors t'es toujours en retrait, ou à l'inverse, tu te mets toujours en avant. C'est probablement qu'il y a quelque chose que vous avez refoulé. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis hypnothérapeute, alors je suis habituée à ce que les personnes aient peur de l'hypnose. Ils ont cette image de l'hypnose de spectacle et ils ont très souvent peur qu'on puisse leur faire n'importe quoi. Tout du moins, c'est ce que je pensais au début. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils puissent tout de même avoir cette peur, mais ce dont ils ont surtout peur, c'est ce qu'ils vont pouvoir trouver en eux. Et je trouvais ça très curieux parce que je constatais qu'ils étaient vraiment terrifiés à l'idée de partir à la rencontre de leur inconscient. Il y en a beaucoup qui ont peur de ce qu'ils ont refoulé en fait. Alors que comme je le disais, il n'y a pas que des choses négatives et au contraire, on va même parfois y découvrir plein de belles choses. Je pense que ce qui nous fait autant peur, c'est qu'au fond, on sait qu'on va devoir revivre l'événement originel, c'est-à-dire la première fois où une partie de nous a été rejetée. Et qu'on se le dise, cette sensation de rejet, de séparation, c'est pas quelque chose d'agréable. Alors on préfère l'éviter à tout prix plutôt que de s'y confronter. Comme je disais dans une autre vidéo que je vous mets ici, l'être humain est quand même assez conditionné pour éviter la souffrance coûte que coûte. Mais honnêtement, et là je parle d'expérience, partir à la rencontre de ces parties inconscientes, c'est l'un des plus beaux voyages qu'on puisse vivre. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu représenter à ma manière sur la couverture de mon livre, enfin j'ai essayé en tout cas. Je pense qu'on a tous des parties en nous qu'on a refoulées, et c'est normal. À titre personnel, il y a quelques temps en arrière, j'étais hyper timide, j'étais pas du tout à l'aise socialement et j'avais un gros manque d'estime. Vous l'aurez compris, maintenant j'espère que je refoulais en fait tout le positif qu'il y avait en moi. Et le jour où j'ai enfin pu commencer à accepter que j'étais peut-être pas si nulle et si inintéressante, j'ai enfin pu commencer à me libérer de ma timidité, de mes angoisses et j'ai même pu perdre plus de 15 kilos assez rapidement. J'ai vraiment commencé à reprendre le contrôle de ma vie. Mais dernièrement, j'ai pris conscience à quel point j'ai tendance à refouler la colère.
Bon, c'est encore en cours, mais par exemple, je travaille beaucoup sur moi là-dessus en ce moment. C'est pour vous dire que c'est quand même un travail continuel et il y a toujours de nouvelles zones d'ombre à explorer. Mais plus on prend conscience de nos zones d'ombre et plus on évolue. C'est-à-dire qu'on devient plus conscient de nous-mêmes. Et c'est là qu'on peut se libérer de comportements qu'on ne maîtrisait plus ou de schémas répétitifs. On commence alors à réintégrer ces parties de nous qu'on avait rejetées et on redevient un peu plus nous-mêmes. Explorer ces zones d'ombre, c'est finalement apprendre à mieux se connaître. Je me dis même parfois que c'est peut-être pour ça qu'on est là, sur cette terre, pour nous souvenir de qui on est vraiment et pour apprendre à nous accepter comme on est. Parce que finalement, ce processus de rejet de parties de nous, c'est ce qui donne naissance à la haine de soi. On ne peut pas être vraiment bien dans notre corps s'il y a plein de choses en nous qu'on rejette. Si on n'aime pas certaines parties de nous, c'est franchement compliqué d'être heureux. Quand j'entends un peu partout autour de moi qu'il faudrait absolument calmer le stress, éviter la dépression à tout prix ou encore arrêter de se mettre en colère, honnêtement, ça me rend vraiment triste. Parce que c'est ce genre de phrase qui va faire qu'on va rejeter encore plus ces parties-là. Et malheureusement, plus on rejette ces parties-là, plus notre mal-être empire. Au contraire, pour pouvoir aller mieux, il s'agit d'apprendre à ne plus rejeter ces parties-là et d'apprendre à les réintégrer. Dans un premier temps, ce serait déjà de les tolérer, mais l'objectif, c'est de pouvoir les accepter totalement, et pourquoi pas même de réussir à les apprécier sincèrement. Et quand on y pense, la vie, elle est quand même bien faite. Parce que toutes ces parties de nous qu'on a rejetées, la vie, elle fait en sorte que d'une manière ou d'une autre, on finisse par les accepter. Alors parfois, ça nous fait passer par des choses plutôt difficiles à vivre. Parce que quelqu'un qui a rejeté tout le positif en lui et qui s'est même persuadé qu'il n'est pas important, devinez quoi ? Il y a de fortes chances qu'il attire des personnes ou des événements qui lui font se sentir pas important. Il va peut-être être hyper timide ou se faire larguer comme un sac poubelle, par exemple. Et les événements qui lui donnent la sensation de ne pas être important, il y a de fortes chances qu'ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus récurrents, jusqu'à ce que ça devienne trop pour lui et qu'il décide de se respecter et de voir enfin sa vraie valeur. La vie va en quelque sorte le pousser à s'affirmer, de manière à ce qu'il redevienne lui-même et qu'il s'accepte totalement et entièrement comme il est et qu'il accepte tout simplement ses zones d'ombre. Toutes les parties de nous qui sont rejetées veulent simplement qu'on les accepte. Et tant qu'on le fera pas, elles vont se rebeller et se faire entendre comme elles peuvent, c'est-à-dire bien souvent en créant ce qu'on appelle un problème. Tout du moins, c'est comme ça que nous, on le perçoit consciemment. Mais elles ont bien raison de se rebeller parce qu'elles sont pas mauvaises. Un problème, c'est juste une opportunité d'apprendre à mieux se connaître. C'est rendre conscient ce qui était inconscient. Et plus vous serez conscient de vos zones d'ombre, et plus vous pourrez évoluer dans votre vie. Sinon, vous serez en quelque sorte condamné à revivre encore et encore des événements qui seront bien souvent de plus en plus douloureux. Travailler sur ces zones d'ombre, c'est faire preuve de bienveillance et de compassion envers ces parties qu'on a passé tant de temps à rejeter. Pour moi, les personnes qui ont atteint ce qu'on appelle l'illumination, des gens qu'on dit éveillés, ce sont tout simplement des personnes qui sont devenues plus conscientes d'elles-mêmes. Et en redevenant plus conscientes d'elles-mêmes, elles sont devenues plus conscientes des autres, mais aussi des problèmes sociétaux et environnementaux. On pourrait dire que c'est simplement des personnes qui n'ont pas peur de voir la réalité en face. Je vais terminer cette vidéo par une citation que j'aime beaucoup, qui est d'un professeur de spiritualité qui s'appelle Adyashanti et qui résume plutôt bien ce que j'ai essayé d'expliquer tout au long de cette vidéo. Alors je vous l'ai traduite parce qu'elle est en anglais à la base. Toute énergie que tu renies devient un démon pour toi. Elle devient un persécuteur. Et tu ne peux pas te débarrasser de tes démons. Tu dois les accepter. Pas leur céder, mais les accepter. Et si tu les acceptes, tu ne les percevras plus comme des démons. Ce sont juste des énergies qui sont disponibles en toi. Elles font juste partie du spectre de ce qui est conscient, vivant et présent. Et tout se réunira à nouveau. Une vie mature émotionnelle, c'est lorsque les différentes parties émotionnelles de toi sont réunies à nouveau. Rien n'est mis à l'écart, rien n'est renié, rien n'est caché, rien n'est non reconnu. Elles sont toutes rassemblées pour pouvoir être enfin unies. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.